Paul-André Rosenthal, qui est professeur des universités à Sciences Po, qui est un historien qui va nous orienter vers une question qui a été évoquée, mais qui va être davantage approfondie, qui est celle de la santé. C'est un historien des questions sociales et en particulier sanitaires. Il est responsable du projet From Silicosis to Chronic, excusez-moi ma prononciation, to Chronic Respiratory Diseases, financé par le Conseil européen de la recherche. Donc, vous voyez, c'est les questions de la silicose, c'est les questions de l'atteinte physique d'un certain nombre de travailleurs, qui les conduit parfois dans des situations dramatiques, tragiques. Il a travaillé sur des questions diverses, mais qui sont toujours en rapport avec le sanitaire. L'histoire de l'eugénisme, par exemple. L'histoire aussi des questions démographiques, l'intelligence démographique, sur la façon dont les populations se diversifient. Et sur le sujet qui nous concerne, c'est-à-dire le problème sanitaire, il y a deux ouvrages que je considère comme très importants. Un ouvrage qu'il a co-signé avec Stéphanie Buzzi et Jean-Claude Devinck en 2006, qui s'intitule « La santé au travail », collection repères à la découverte. Alors, c'est là qu'il s'est interrogé sur la naissance de la médecine du travail. C'est là aussi qu'il s'est évidemment interrogé sur un certain nombre de contradictions que l'on devine immédiatement, à savoir le problème de certain nombre de matériaux qui menacent évidemment la santé des travailleurs, les problèmes microbiologiques, les dangers peu décelables. Il s'est aussi interrogé sur les questions psychologiques, évidemment, posées par cette situation. Et puis, il y a un deuxième texte que je considère personnellement comme très important, qui s'intitule « Travail et santé à la mine en Europe ». Et alors là, il a vraiment centré la question sur le problème auquel sont confrontés les mineurs et la difficulté de la prise en compte, parce qu'évidemment, les responsables des mines s'opposent à un certain nombre de considérations que les médecins sont en mesure de mettre en évidence. Le titre de son intervention, « La protection sociale au cœur de la fabrique des sociétés, une histoire longue », nous l'écoutons. Merci beaucoup, Georges, et merci à Catherine Courtet notamment pour cette invitation. Alors, je vais commenter à partir d'une réflexion d'histoire longue en histoire, alors plutôt le commentaire welfare que la pièce, puisque tout simplement parce que j'ai eu le temps de visionner le commentaire de visionner le film avant de rédiger le commentaire. Et d'autre part, je voulais dire que je vais dédier cette intervention à la mémoire d'Angela Groppi, qui était une grande historienne des institutions d'assistance de l'époque moderne et à qui je dois le document principal que j'utiliserai aujourd'hui. Pour le public ouest-européen d'aujourd'hui, welfare constitue sans doute au premier chef une illustration poignante du traitement de la pauvreté aux États-Unis qui, telle une menace, peut fondre sur quiconque en mêlant, on l'a vu, les genres, les âges, les situations familiales, les origines, les couleurs de peau, les parcours de vie, les manières de parler l'anglais ou l'espagnol, de se vêtir ou simplement d'attendre, et surtout de négocier son sort face à une bureaucratie à la fois humaine et inhumaine. Le désarroi, la frustration ou la colère face à ce qui se présente à la fois comme une muraille de règles bardée d'exceptions et comme un dédale d'institutions où l'on erre selon ses besoins de logement ou de travail, c'est cette confrontation des personnes aux institutions qui, comme dans toute l'œuvre de Frederick Wiseman, forme le sujet de welfare. Le sort réservé à l'indigence peut y sembler américain, spécifiquement et pathétiquement américain. Je voudrais pourtant montrer l'inverse, ou plus précisément distinguer ce qui est propre aux États-Unis de ce qui est directement héritier de leurs racines européennes. Aussi peu intuitif que cela paraisse, l'essentiel du cadre bureaucratique dépeint dans welfare est familier à l'historien de l'Europe. Pas seulement à l'historien du monde contemporain, qui, comme vous le savez, débute dès après la Révolution, mais même à celui de l'époque moderne, comme à ses collègues médiévistes, on vient de le voir. Penser la pauvreté, la normer, catégoriser ses victimes et segmenter, hiérarchiser et administrer leurs droits, une grande partie des instruments utilisés pour les secours, un terme obsolète en Europe mais toujours actif dans le mot américain relief, ainsi que des valeurs qui les sous-tendent, ont commencé à se mettre en place il y a des siècles pour se sédimenter lentement depuis. Tout ou presque était en place lorsque furent créés les grands systèmes nationaux de sécurité sociale, à l'instar de la France en 1945, mais aussi des États-Unis du New Deal
dont on oublie volontiers que le Social Security Act de 1935 fut l'un de ses grands modèles. Ceci n'amoindrit en rien la portée de cette invention qui s'est imposée depuis comme le socle de la société contemporaine. Mais pour comprendre à la fois ce que la sécurité sociale apporte de radicalement nouveau et ce qui donne aux États-Unis leur singularité, il convient de se plonger dans l'histoire longue de la protection des vulnérables. Nous allons donc remonter 4 siècles en arrière, en 1587, et tenter d'entrer à l'hospice du Pont Sisto, créé pour les vieillards et les infirmes à Rome. Pour y être admis, comme dans les institutions sociales et sanitaires d'aujourd'hui, et comme dans Welfare, il faut remplir les critères requis pour être jugé digne d'être secouru. Ces critères sont étonnamment proches de ceux d'aujourd'hui. Ils sont même, à vrai dire, identiques, à l'exception des 3 premiers destinés à vérifier la fidélité au catholicisme à une époque où la charité, ce qui vient d'être dit par Frédéric Boucheron, ordonne encore largement l'aide aux pauvres et constitue l'une des vertus attendues du souverain. Identique donc, avec notamment la question de la domiciliation, qui est la 4e, qui est la 5e, excusez-moi, et que je n'aurai pas le temps de développer ici, mais au fond, Giacomo Todeschini l'a fait. Et jusqu'à la question 12, la plus surprenante peut-être, puisqu'elle se retrouve aujourd'hui au cœur du RSA. Quel est votre projet ? Comment les critères de l'hospice romain de 1587 peuvent-ils à ce point ressembler à ceux du Bureau d'aide sociale de New York au milieu des années 70 ? Pour l'expliquer, je vais me concentrer sur les 3 principes qui, d'un point de vue historique, fondent à mes yeux les systèmes nationaux contemporains de protection sociale. Le premier principe, celui des obligations alimentaires et de la subsidiarité qui en découle, je vais expliquer, a été inscrit dans le Code justinien de 529 qui compilait des dispositions plus anciennes du droit romain. Inscrit depuis dans le droit des États européens, il crée entre eux une histoire longue et commune qui se poursuit de nos jours. C'est sur le principe des obligations alimentaires que repose la 6e question du formulaire romain. La personne a-t-elle un conjoint, des enfants vivant à proximité de la parenté ? Au nom de ce principe, c'est en priorité la famille, érigée en institution, car elle est une institution bien sûr, qui doit pourvoir aux besoins de ses pauvres. Ce principe de subsidiarité s'étend par ailleurs au patrimoine, question 9, qui jusqu'au début du XXe siècle est considéré comme la protection par excellence face aux risques de la vie. Mais, on le voit dans Welfare, et je cite, « Tout propriétaire doit céder son bien pour bénéficier d'une aide ». C'est cette règle qui, dans le documentaire, est opposée mot pour mot à cette mère afro-américaine qui possède avec son mari une maison en Caroline du Nord et dont le bureau new-yorkais réclame la propriété pour admettre la demandeuse. Privilégiées lorsqu'elles sont mobilisables les ressources familiales ou patrimoniales, cette double disposition entraîne une disposition qui est au cœur de Welfare. Elle conduit à un examen des dossiers au cas par cas. Comme le faisait l'hospice romain du XVIe siècle, le Bureau d'aide sociale de New York soupçonne, investigue et surtout demande des preuves, un mot-clé de Welfare. Ce jeu de preuves et de contre-preuves, d'enquête, de négociation et de ruse vaut pour les institutions, mais aussi pour les particuliers, à l'instar de ce jeune couple toxicomane dont on finit par se demander si l'homme n'est pas marié ailleurs et devrait du même coup, d'un point de vue légal, formel, solliciter l'aide financière de son épouse. Depuis l'époque moderne, en somme, la protection sociale repose sur une dialectique entre règles formelles universelles et individualisation de la gestion des cas. C'est cette tension qui est au cœur de Welfare, comme elle l'est en France aujourd'hui, dans l'administration, par exemple, du revenu de solidarité active ou de l'allocation personnalisée d'autonomie. Après la subsidiarité, et là, c'est un petit clin d'œil à la manière dont a eu la gentillesse de me présenter Georges sur la santé au travail. Il y a aussi un clin d'œil à Catherine Courtet. Après la subsidiarité, le deuxième grand principe de l'aide sociale est la détermination de l'aptitude ou de l'inaptitude à l'emploi. Cette notion de capacité physique et mentale à travailler, centrale aujourd'hui donc en matière de santé au travail, fonde à partir du XVIe siècle la distinction dont a parlé Giacomo Todeschini entre les pauvres méritants, qui ne peuvent travailler car l'âge, la maladie, l'accident ou l'invalidité leur en ôtent la possibilité, et les autres. Avec entre les deux,
c'est la question numéro 10. Alors, la question numéro 10, c'est celle sur la capacité professionnelle, dont on a parlé tout à l'heure, mais avec entre les deux un statut officiel de mendiant, question 8, car les autorités publiques accordaient un droit de demander l'aumône, ce qui leur permettait de doser les effectifs des quémandeurs. Comme l'indique une employée dans Welfare, l'aide diffère selon votre aptitude au travail et selon que vous êtes considéré ou non comme, je cite, employable. Cette condition remonte donc à l'entrée dans l'époque moderne, en 1531, quelques années après ce document dont nous a parlé Giacomo Todeschini. Une ordonnance de Charles Quint dispose que les pauvres malades et autres indigents ne pouvant gagner leur vie puissent être nourris et sustentés à l'honneur et selon l'ordonnance de Dieu par l'instauration d'une commune bourse pour en faire distribution aux pauvres. Au même moment, émergent en Angleterre les Poor Laws, considérés parfois comme le premier régime juridique national de droit à l'assistance. L'Europe contemporaine garde l'empreinte de ces normes, dont l'inscription dans le droit a institué une logique de workfare. La distinction entre les pauvres méritants et les autres ressurgit en permanence dans le débat public. En témoigne en France l'intensité des polémiques sur les critères d'attribution du RSA, dont l'écho politique et médiatique est sans commune mesure avec le poids relatif de ce dispositif dans la protection sociale. Je rappellerai d'ailleurs deux ou trois chiffres. Budget de l'État aujourd'hui en France, c'est un peu en écho avec la première intervention de ce matin, qui tempérerait un petit peu la vision qu'on a été donnée. Budget de l'État, 450 milliards d'euros en France aujourd'hui. Budget de la protection sociale, 750 milliards d'euros. Budget du RSA, 15 milliards d'euros. De cette distinction découle aussi la centralité de la question du chômage. À l'échelle de l'histoire longue de la protection sociale, il s'agit là d'une notion récente, datant de la seconde moitié du XIXe siècle et des modes d'organisation du travail nés avec la révolution industrielle. La notion brouille les catégories morales héritées de l'époque moderne en désignant des pauvres méritants qui, tout en étant valides, se retrouvent dans l'impossibilité de travailler. Le troisième principe à l'œuvre dans les grands systèmes nationaux de protection sociale a trait au précédent. C'est l'opposition entre assurance sociale et assistance. La première est un droit qui, dans la sécurité sociale ou l'assurance chômage, par exemple, se fonde sur les cotisations collectées tout au long de l'activité professionnelle. La seconde est une forme de libéralité qui peut être accordée par des organisations privées, comme l'Église, ou publiques, comme les municipalités ou l'État, entre autres. La distinction n'est pas seulement omniprésente dans Welfare, elle détermine son titre même. Au moment où le documentaire est tourné, aux États-Unis, le terme de welfare désigne un revenu d'assistance prodigué aux plus pauvres. Sa signification va donc à l'inverse de son emploi en Europe, où l'anglicisme welfare state désigne plutôt les grands régimes d'assurance sociale couvrant retraite, maladie, chômage notamment. Welfare financé par les autorités publiques ou Social Security assise sur les contributions liées au travail. Le public du Bureau d'aide sociale de New York, on l'a vu hier soir, est ballotté entre les deux en fonction de sa situation et de l'évaluation dont il fait l'objet par les employés. Qu'en peut dire l'historien? Là aussi, la distinction est ancienne. Prodiguée par la paroisse ou la commune, l'assistance dominait amplement dans l'Europe médiévale et moderne. Mais les systèmes assurantiels étaient déjà présents avec une partie de leurs caractéristiques actuelles, des limitations de risques, maladies, invalidités, accidents du travail, dont la couverture financière était mutualisée par des cotisations et définitions d'ayants droit qui, outre les travailleurs eux-mêmes, incluaient souvent les veuves, par exemple. Le monde des professions, en effet, commença à assurer ses membres à partir surtout du XIIIe siècle. Les fameuses corporations étaient, entre autres, des régimes de sécurité sociale qui, dans toute l'Europe, se constituaient un capital collectif et le plaçaient, notamment, pas exclusivement, dans l'édification de biens immobiliers que les touristes peuvent aujourd'hui admirer sans en connaître toujours l'origine ni la fonction. Les fondements de l'assurance sociale, et donc aujourd'hui des régimes nationaux de sécurité sociale, sont en somme en place depuis des siècles. Au cours du temps, le développement du calcul des probabilités et des techniques actuarielles en a progressivement affiné l'organisation financière. Pendant la révolution industrielle, les ouvriers se sont emparés de ces instruments en créant des sociétés de secours, ancêtres de nos mutuelles. Mais surtout, il s'est produit autour de 1900 en Europe une double transformation sur laquelle je vais conclure
en évoquant schématiquement pourquoi, avec des fondements communs, l'État social est différent aux États-Unis et en Europe. Et j'insiste sur le schématiquement, car j'arrive à la conclusion que j'ai peu de temps. Des deux côtés de l'Atlantique, les nouveaux modes d'organisation du travail liés à l'industrialisation à partir du XIXe siècle ont requis le développement de l'emploi salarié aux dépens de celui des indépendants. Mais en Europe, les organisations ouvrières, syndicats, mais aussi partis politiques, ont été suffisamment puissantes pour que cette généralisation de la subordination au travail, qui est la caractéristique légale du salariat, fasse l'objet d'une contrepartie. Celle-ci a résidé dans la diffusion à grande échelle, et plus seulement dans quelques métiers réglementés très qualifiés, de droits sociaux garantissant aux salariés la sécurité, c'est-à-dire la capacité de bâtir leur existence sans basculer inéluctablement dans la pauvreté en cas de maladie, d'accident ou de sénescence. C'est cela la signification de la sécurité sociale, selon une acception qui remonte précisément aux Lumières. Autre caractéristique, non seulement l'assurance sociale devient ainsi la norme et l'assistance l'exception réservée aux plus vulnérables, mais elle repose sur un principe d'obligation. Chaque travailleur est tenu de cotiser, ce qui favorise par l'effet de masse l'efficacité assurantielle de la protection sociale. Les États-Unis, malgré un mouvement ouvrier encore puissant au début du XXe siècle, mais relativement faible politiquement, se lancent dans l'assurance sociale plus tardivement avec le New Deal. Surtout, ils s'y lancent moins complètement, c'est-à-dire sans l'obligation de cotiser. Cet écart explique le paradoxe du film et de la pièce Welfare. Les arrangements bureaucratiques y sont familiers à l'historien de l'Europe, et pour autant, le soubassement est tout autre, car la social security n'est pas obligatoire. Paradoxe, mais aussi actualité. 90 ans après le New Deal, 50 ans après le film Welfare, le principe de l'obligation demeure aux États-Unis l'une des lignes de front clivant démocrates et républicains de manière irréductible. En revanche, pour les États-Unis comme pour l'Europe, émerge de manière toujours plus nette une question commune. Dans quelle mesure est-il encore possible de faire du travail la pierre angulaire de la protection sociale ? L'idée constituait un immense progrès social au début du XXe siècle. Elle forme désormais l'une des questions sociales les plus graves qu'aient à affronter les sociétés contemporaines.